Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Parfois, à les écouter, on se dit toute cette intelligence, pourquoi faire? D'abord, j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Pour ne rien comprendre de ce qui se passe dans le pays. Le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. C'est mon anniversaire. Pour ne rien voir venir. Et la virilité, c'est un construit social. Un cadeau pour vous. Précisément ce qui nous envoie dans le mur. Je ne mérite pas. Parce que ça consomme de la viande, parce que ça fait des grosses voitures, parce que ça aime la conquête, les jeux de guerre. Ah, vous me gâtez tous. Beaucoup trop. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, hein, on le répète à tous les étages et sur tous les fronts, à bas bruit, à haut bruit. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que nous allons recevoir quelqu'un que vous connaissez, qui est maintenant partout et qui, effectivement, fait assez l'unanimité, y compris chez des personnes qui ne sont absolument pas d'accord avec elle. C'est Sarah Knafo. On va la recevoir dans un instant et nous allons parler un peu de tout. Nous allons faire un peu la transition. Nous allons parler un peu de ce paysage politique français et de ce paysage politique mondial qui est totalement bouleversé, hein, vous le savez. Au moment où les mots changent de sens et les sens changent de mots. On va commencer tout de suite. Bonjour Sarah Knafo. Asseyez-vous, prie. Et on va commencer à parler de tout cela, mais auparavant. Et puis si vous voulez... Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Johnny Hallyday, je ne sais pas s'il l'a fait pour Sarah Knafo. Je ne crois pas, mais enfin c'est une chanson qui s'impose. On est très heureux de recevoir Sarah Knafo, députée européen et beaucoup d'autres choses. On va prendre le temps de parler de quelqu'un qui, effectivement, depuis quelque temps, on la voit beaucoup dans les médias. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière, et on va en parler longuement, dont elle aborde ces médias, c'est-à-dire quand dans les débats ou dans les discussions, etc., il y a quelque chose qui se passe qui est un peu différent, et même très différent. Pourquoi? On va en parler. Sarah Knafo, bonjour. Bonjour André Berkov. Je suis très heureuse d'être ici. En plus, je sais que c'est le jour de votre anniversaire. Oui, c'est vrai. Et comme je connais votre passion pour les t-shirts personnalisés, je me suis permise de vous apporter un cadeau. Je pense qu'il vous correspond. Avec écrit « Je peux pas, j'ai rendez-vous avec l'histoire ». Merci. C'est pour vous, André. Ah, c'est très joli. Merci, Sarah. Je vous l'offre. Ah, c'est très adorable. contente d'être chez vous. Très contente aussi de pouvoir exprimer des vérités dans les médias. Parce que j'ai l'impression que pour tout le monde, c'est une forme de torture d'entendre toute la journée des journalistes, des politiques, où on a le sentiment qu'ils nous mentent tout le temps, ou qu'ils nous cachent la vérité, ou qu'ils nous cachent l'essentiel, ou que les sujets qui sont abordés sont finalement pas les plus importants, qu'on prend tout par le petit bout de la lorgnette. Donc je suis très contente qu'avec Reconquête, on puisse essayer de remettre la vérité au centre du village, pour faire une paraphrase. L'église même au centre du village, voilà. On peut le dire. Et parfois l'église. Je pense que c'est essentiel, que c'est aussi ça le rôle de Reconquête, que c'est l'objectif qu'on s'est fixé depuis 2022, de réussir à imposer dans le débat public des vérités qu'on n'entendrait pas sinon. Alors justement, on va parler de ça et au-delà. Je dois dire aussi que si les auditeurs veulent dialoguer avec Sarah Knafo ou poser des questions, vous êtes évidemment les bienvenus au 0826 300 300 ou 0826 300 300. Louis d'ailleurs va recevoir. Mais au départ, il y a quelque chose d'intéressant. Creusons ça, Sarah Knafo. Moi, ce qui m'a frappé, c'est les lendemains où vous allez dans les débats. En tout cas, ces derniers temps. Les journalistes, le lendemain, disent « Ah, mais Sarah Knafo nous dit qu'il y a 50 000 employés à France Travail. »
54 000. 50, oui, enfin, si vous voulez, et plus si affinité. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on se dit, mais attendez, vous pourriez faire vos enquêtes. Je veux dire, c'est pas un scoop. Je veux dire, c'est pas un chiffre secret qu'elle a exhumé, bon, pas du tout. Et la même chose, moi, c'était très frappant quand vous étiez, je ne sais dans quelle radio ou télévision, et vous donniez les chiffres de l'aide publique de la France, notamment, mais l'aide publique de la France à la Chine. Et je voyais la sidération. Ah, comment la France aide la Chine, donne 145 millions à la Chine, c'est SDF. Enfin, c'est. Mais alors comment vous expliquez que ces choses, je dirais pas banales, parce qu'elles n'ont rien de banal, mais élémentaires, que, en tout cas, ceux qui sont chargés, politiques ou journalistes ou médiatiques, de véhiculer cette information qui est de base, qu'ils soient de gauche, de droite ou d'ailleurs, comment ça se fait qu'ils sont étonnés comme si un éléphant entrait dans la pièce? Il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui travaillent pas, et donc qui le savent pas, qui vont pas le chercher. Et il y a ceux qui n'ont pas intérêt à ce que vous le sachiez. Il y a ceux qui savent et qui vous le disent pas. Bruno Le Maire, il savait pertinemment les milliards d'euros qu'on dépensait dans l'aide publique au développement. Moi, quand je donne ce chiffre, j'essaye de le mettre en perspective. Quand on dit 15 milliards, c'est tellement colossal qu'on dit c'est combien de zéros 15 milliards? C'est 9 zéros, ça fait beaucoup quand même. Et quand on se dit typiquement 15 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'on pourrait s'acheter avec 10 millions d'iPhone dernier cri. Un iPhone dernier cri, c'est 1 500 euros. Enfin, vous imaginez ce que c'est comme masse d'argent. Et moi, ce que je dis, et pour le coup, je trouve que c'est ni de droite ni de gauche, et c'est peut-être aussi pour ça que ça parle aux gens, c'est comment est-ce qu'on peut donner de l'argent au Mozambique, alors que chez nous, on en est à faire des appels aux dons pour financer des scanners. Comment on peut imaginer aider la Chine? C'était quand même des montants de l'ordre de 120 millions d'euros par an, alors que chez nous, on a des dizaines de milliers de SDF dans les rues. Je voyais un autre phénomène qui m'interpellait encore sur l'aide publique au développement. Je vois que par exemple avec les Comores, on donne de l'argent pour aller former... Les Comores. On donne de l'argent pour aller former du personnel soignant chez eux, alors qu'on en manque chez nous. On forme des magistrats en Afrique alors qu'on en manque chez nous. Il y a un côté perte de sens commun. C'est-à-dire qu'on fait comme si on roulait sur l'or, comme si on était Crésus et on pouvait donner notre argent comme ça au monde entier, alors qu'on sait très bien que c'est plus le cas. On sait très bien que la France s'appauvrit, que les Français s'appauvrissent, que notre État gaspille notre argent dans le monde entier, au lieu de régler tous les problèmes gravissimes qu'on a chez nous. Et ce qu'il y a d'aberrant, c'est quand on voit par exemple que la France, qui est endettée de 3 200 milliards d'euros de dette... 3 200 000 milliards, oui, 3 200 trillions. Vous vous rendez compte ? Et c'est 3 fois, elle est 3 fois plus endettée que tout le continent africain. C'est-à-dire qu'on va s'endetter pour aller aider des gens qui sont moins endettés que nous. Il y a un côté tellement aberrant qu'en fait, quand on redit ça, qui sont des choses, je vous le concède, banales, oui, enfin, qui devraient être ça frappe connus, parce qu'on se dit, mais comment est-ce possible que ces politiciens, eux, ne le sachent pas, ne fassent rien contre, etc. Pardon. Non, ils le savent, mais en fait, ça c'est la seconde catégorie, ils n'ont pas envie de le dire, c'est le mensonge par omission, en fait, quelque part. Certains n'ont pas envie de le dire, et certains assument. Il y a des gens qui vous défendront ça. Et en fait, eux, ce qu'ils diront, c'est la France doit être généreuse, la France est grande quand elle est généreuse, etc. Mais alors, il y a un problème, c'est que moi, par exemple, je suis très généreuse dans la vie. J'ai aucun problème avec la générosité, c'est une valeur qui me parle, j'aime beaucoup cette qualité chez les gens, etc. Mais l'État, il est généreux avec votre argent. Eh oui. Il prend de l'argent dans la poche des gens et il va le donner au Mozambique. Et ça, c'est inacceptable. Il y a peut-être quelques personnes en France qui ont envie d'aller donner de l'argent au Mozambique. Bah, qu'ils le fassent. Bien sûr. Mais qu'ils n'aillent pas spolier les gens et leur prendre leur argent volonté pour le faire. Personnelle ou collective d'un certain nombre de gens, et c'est très bien. Mais effectivement, oui, mais là vous posez la question et vous le savez, et c'est pas nouveau, hein. Ça fait 40, 50 ans. Enfin, tout le monde le dit. Alors là, c'est une banalité de base, mais j'adore quand le dernier budget en équilibre, c'était en 1974, hein, il y a 50 ans, bravo, on continue à dire ça. Mais on le dit, et après on dit quoi? Rien. Ah ben oui, mais écoutez, c'est comme ça continue. C'est presque comme un phénomène saisonnier. Exactement. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, la plus grande démagogie, c'est de refuser de couper dans les dépenses. Parce qu'en réalité, les politiciens, comment est-ce qu'ils pensent? Ils se disent, fonctionnaires, c'est 5 700 000 personnes. On va quand même pas les brusquer. On va quand même pas dire qu'il y a trop de fonctionnaires. S'ils réfléchissaient un tout petit peu et qu'ils y travaillaient, ils sauraient que même les fonctionnaires trouvent qu'il y a trop de fonctionnaires. Il y a eu un sondage en 2021 où on interrogeait tous les Français, une majorité de Français estimaient qu'il y avait trop de fonctionnaires, et on demandait ça aussi aux fonctionnaires, et les fonctionnaires disaient bien sûr qu'il y a trop de fonctionnaires. Moi, j'étais dans la haute fonction publique, j'étais magistrate à la Cour des comptes, je connais pas un fonctionnaire qui peut vous dire les yeux dans les yeux qu'il n'y a pas trop de fonctionnaires.
On est tous au courant. Pourquoi ? Parce que c'est pas les hommes, les individus qui sont le problème. Oui, c'est le système. C'est-à-dire qu'on est dans un système où on étouffe de la bureaucratie. Et la bureaucratie, c'est le contraire du service public. Le service public, c'est rendre quelque chose à un usager, aux Français. Alors que la bureaucratie, c'est le bureau A qui va donner du travail au bureau B, qui va donner du travail au bureau C. Ça s'appelle les formulaires, ça s'appelle la paperasse, ça s'appelle les normes étouffantes. Et puis à la fin, aucun fonctionnaire ne s'y retrouve. Parce que quand quelqu'un s'engage dans la fonction publique, à la base, quand même, historiquement en France, c'était par sens de l'intérêt général. C'est pour rendre service aux gens. Et quand, au bout de décennies de carrière, ils s'aperçoivent que finalement, ils ont passé leur temps dans un bureau à remplir des dossiers, à remplir des documents, à tamponner des feuilles, à la fin, ils s'y retrouvent pas. C'était pas le sens de leur métier. Donc, les attendez, Sarah, juste, vous avez été fonction publique, vous avez fait Sciences Po, vous avez fait l'ENA, vous avez magistrat à la Cour des comptes, vous avez même été en Libye, j'ai vu, je ne savais pas que stage dans l'ambassade de France en Libye, effectivement, etc. Avant d'aller en politique, enfin avant, non, vous étiez déjà avec l'UMP en 2012, donc vous avez commencé très jeune, hein, avec la politique. Mais on va parler justement de ce que c'est que la politique pour vous, mais je voudrais revenir à ça. Vous dites, mais au fond, il y a deux choses quand même, pour les politiques qui disent oui, mais quand ils disent 5 200 000 fonctionnaires, ils votent, leur famille vote, ça compte, hein. Les échéances électorales, c'est pas à vous que je dois enseigner les échéances électorales. Et deuxièmement, il dit oui, mais écoutez, ça marche comme ça, on va pas quand même fiche tout ça en l'air. C'est ça le problème. Voilà. Donc moi, pourquoi je vous disais ça tout à l'heure ? Les fonctionnaires, quand ils s'engagent au début de leur carrière, leur objectif, c'est servir. Moi, si j'ai voulu passer l'ENA, c'était pas pour avoir un statut, c'était parce que, dans mon esprit, servir l'État, c'était servir la France. Et ensuite, j'ai découvert ce qu'était l'État. J'ai vu ces gabegies invraisemblables. J'ai vu ces problèmes structurels, cet étouffement. J'ai vu à quel point, parfois, l'État pouvait devenir l'ennemi du peuple, alors que l'objectif de l'État, c'est servir le peuple. Et quand on vit dans cette administration, ne croyez pas que les fonctionnaires en soient heureux. Et quand les politiques se disent « il faut pas braquer les fonctionnaires, on peut pas leur parler du fonctionnement de l'État », ils se trompent. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui, parce qu'ils le voient, parce qu'ils le vivent, au contraire sont prêts à le changer. Ils ont envie de ça. Vous dites que la plupart ont un sens du collectif, mais voilà. Exactement. Pour vous donner des exemples de cette bureaucratie qui étouffe. De 1980 à 2024, notre nombre d'agriculteurs est passé de 1 200 000 à 400 000. C'est-à-dire qu'il a été divisé par 3. Sur la même période, de 80 à 2024, le nombre de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture est passé de 18 000 à 34 000. Il augmente par 2. C'est assez vous vous rendez parlant. compte ? Et le pire, c'est qu'il y a une forme de cercle vicieux. Vous pourriez parler, pardon, des autorités régionales de santé. Ah oui, on pourrait parler des ARS, 30 milliards de budget. Pas mal. Combien ? Oui, ARS, oui. Donc, il y a en plus une forme de cercle vicieux. Plus vous mettez de fonctionnaires dans un ministère et dans des bureaux, et plus vous aurez de normes. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, vous l'avez cité, j'ai fait l'ENA. À l'ENA, il y a une matière qu'on nous enseigne, qui est l'une des plus importantes matières qui est enseignée. Ça s'appelle la légistique. Et la légistique, c'est la discipline qui apprend à rédiger des normes, rédiger des décrets, rédiger des lois. Donc, imaginez qu'on nous forme à ça. Moi, j'aurais préféré qu'on me forme à alléger le code fiscal, alléger le code rural, évaluer les normes. Le code de là à là, hein, du point de vue de la hauteur. On a un code rural qui fait 3300 pages. Il n'y a aucun député qui l'a lu, mais on va dire à un agriculteur qui se réveille à 5 heures le matin et qui se couche à minuit, nul n'est censé ignorer la loi. Vous devez avoir lu le code rural. On marche sur la tête. Moi, j'aurais aimé qu'on forme les hauts fonctionnaires plutôt à ça. Et ça, c'est possible. Je parle au passé, mais on peut le faire dès demain. Dès demain, on peut se dire maintenant, on aimerait que les hauts fonctionnaires soient formés à ça. On aimerait que le Parlement, au lieu de légiférer toute l'année, passe aussi une partie de son temps, et c'est d'ailleurs dans ses missions, une partie de son temps à évaluer les lois, à supprimer des normes, à alléger des codes. Ça, c'est tout à fait possible. Il faut que ça entre dans la culture de la France, de ne pas toujours empiler un texte sur un texte, mais aussi de venir les évaluer, les supprimer, les alléger. On a un immense travail à faire. Je pense que le Parlement devrait avoir une obligation de résultat sur ce sujet. Il devrait se fixer, la représentation nationale devrait se fixer un allègement, par exemple, de plus de moitié du code rural, un allègement de plus de moitié du code du commerce. Mais on a beaucoup de choses à faire pour faciliter la vie des gens. Mais Sarah Knavo, vous faites des vœux pieux, là, vous vivez sur la planète Mars. Vous croyez qu'aujourd'hui, en France, en 2024, vous croyez qu'il y aura une majorité
parlementaires ou autres pour changer la chose. C'est le problème. Ce que vous dites, oui, c'est frappé au coin du bon sens. Je crois pas que beaucoup de gens vont discuter. Mais rappelez-vous qui voulait dégraisser le mammouth il y a déjà 20-25 ans. Bon, le mammouth, il est plus obèse que jamais. Donc, comment faire? Je veux dire... Alors, vous dites, est-ce qu'en 2024, c'est possible? En 2024, peut-être pas, mais en 2027, certainement. En 2024, on est dans la situation que vous connaissez. C'est-à-dire qu'on a compris que ceux qui avaient eu des suffrages au sein de l'Assemblée nationale ne passaient pas leur temps à réfléchir à l'intérêt général, à réfléchir au compromis qu'ils pourraient faire pour essayer d'avancer un tout petit peu dans le bon sens, dans le sens des Français, dans le sens des agriculteurs par exemple, dans le sens des entrepreneurs, pour essayer de défendre les Français contre Bruxelles, pour essayer de combattre tout ce qui nous menace aujourd'hui, c'est-à-dire l'absence de frontières. On remarque qu'au lieu de ça, chacun est dans son petit coup politique. Donc, vous avez raison, en 2024, c'est peut-être pas le moment où on peut espérer ce grand basculement. Alors, juste un mot, on va faire une petite pause. Sarah Knafo, on va continuer à parler parce que c'est vraiment, parce qu'on touche au cœur du sujet, c'est comment faire de la politique et comment imposer une volonté politique, parce qu'on l'a vu, ce qui se passe en Argentine, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, etc. Il y a des choses qui peuvent être faites, heureusement. Exactement. Mais comment? On en parle tout de suite après cette petite pause. Et puis si vous voulez interpeller André Berkoff ou Sarah Knafo sur un sujet qui vous importe, un seul numéro, le 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes, et plus jamais, avec la députée européenne Sarah Knafo, Reconquête, bien sûr. Et on était en train de parler, Sarah Knafo, du budget, justement, enfin, de cette espèce d'extraordinaire, enfin, la dette, n'en parlons pas. On a d'ailleurs 70 milliards par an pour rembourser les intérêts de la dette. Mais la question que se posent les Français, c'est vrai, tout le temps, et on reçoit ici, question aussi basique, mais où va cet argent? C'est la question. Où va cet argent? C'est la question. Et moi, en fait, pourquoi est-ce que j'essaye de donner comme ça des exemples de choses aberrantes? Déjà, c'est pour leur répondre, voilà où va votre argent. On le disait tout à l'heure, mon métier, quand j'étais à la Cour des comptes, c'était d'inspecter tous les comptes de l'État, de regarder ministère par ministère. Et c'est vrai que quand on fait ce travail, quand on regarde ligne à ligne le budget, quand on regarde dans chaque programme, dans chaque mission, franchement, parfois, il y a de quoi s'arracher les cheveux en se disant, mais c'est pour ça que les gens payent. C'est honteux. C'est l'argent des gens. Et quand on réfléchit, on se dit, un pays n'a de richesse que le travail des gens qui y vivent. Nous, notre seule richesse en France, c'est le travail de chacun, ce qu'il a produit comme richesse. Ce qu'il produit environ à la fin de chaque année, c'est 2800 milliards d'euros. Ça s'appelle le PIB. C'est la richesse qu'on produit. Et il faut savoir que sur ces 2800 milliards d'euros, l'État vient ponctionner chaque année 1300 milliards en charges et en impôts. Presque la moitié, quoi. Presque la moitié. Ouais. Et quand vous regardez, vous vous dites non, mais c'est que les riches, ou c'est pas moi, je suis pas concerné, je paye pas d'hier. C'est pas vrai. Tout le monde est concerné. Riches, pauvres, jeunes, vieux, tout le monde est concerné. Et pour vous prendre un exemple de la vie quotidienne, si aujourd'hui quelqu'un qui nous écoute gagne 2000 euros par mois, il faut qu'il sache déjà que la richesse qu'il a produite n'était pas de 2000 euros, mais de 4000 euros. Son patron, avant de le rémunérer, a dû débourser 4000 euros. Et la personne n'a vu que 2000 euros parce que l'État a déjà pris 50% les UNEDIC en charge avant même qu'il n'envoie la couleur. Et sur donc ces déjà 2000 euros, il paye aussi des impôts. Voilà. Sur ces 2000 euros, il va payer 100 euros d'impôt sur le revenu. S'il fait 2 pleins dans le mois, encore 100 euros de taxes. S'il fume, encore des taxes. Taxes foncières, impôts locaux, je vous passe des meilleurs. S'il dépense tout son salaire, c'est déjà 20% de TVA. C'est-à-dire que sur les 4000 euros de richesse qu'il a produite, à la fin du mois, il lui reste 1400 euros de pouvoir d'achat. 1400 euros pour acheter des vêtements à ses enfants, pour s'acheter des vêtements, pour payer son loyer, pour aller au restaurant, pour aller en vacances s'il peut encore le faire avec 1400 euros. Sur 4000 euros de richesse produite, l'État aura pris 65%. Et quand on regarde ce qu'il en fait, on se dit, mais attendez, on devrait être un pays qui roule sur l'or. Quand on prend 1300 milliards aux gens de la richesse qu'ils produisent, on devrait arriver aux urgences, on est reçu tout de suite. On devrait avoir le niveau en mathématiques le premier du monde. Et à la place, qu'est-ce qui se passe ?
on attend 6 heures aux urgences. Quand on arrive dans un commissariat, on les sent dépasser, nos pauvres policiers, nos pauvres forces de l'ordre. À l'école, on a le niveau de maths plus bas que l'Albanie. Enfin, il faut attendre pour qu'une affaire soit réglée en justice des années, quelquefois. Des années. Parfois, les gens meurent avant que leur dossier soit traité, soit instruit. Quand on voit que le niveau de mathématiques à l'école, on a un niveau plus bas que l'Albanie et que l'Azerbaïdjan. On aurait presque envie de sourire si en réalité c'était pas triste à ce point que se dire il y a 20 ans on avait le meilleur système de santé du monde. Vous vous rappelez, c'est ce que disait l'OMS. On avait la meilleure école du monde il y a 40 ans. On a été un pays qui a été capable de créer ses propres centrales nucléaires, de créer le TGV, qui était presque en avance sur ce qui plus tard est devenu Internet. Après malheureusement on a loupé la vague. Avec le Minitel on était presque en avance. Quand on se rend compte que les frères Lumière ont créé le cinéma, enfin, on a une histoire magnifique d'innovation, de progrès. Et là on est au milieu du gué. On voit des nations à l'ouest, à l'est, certaines sont en train de créer des fusées. Ils réfléchissent à aller sur Mars, pour pas citer Elon Musk. D'autres, pour pas citer la Chine, sont en train de créer des porte-avions. Et nous, on se demande juste comment faire pour essayer de ne pas crouler sous notre dette, pour ne pas avoir nos taux d'intérêt qui dépassent ceux de la Grèce. C'est ce qui est en train de se passer. Vous avez peut-être vu qu'il y a 2 semaines, notre taux d'intérêt a dépassé celui de la Grèce. Oui. Donc on se dit, mais est-ce que c'est normal que la France en soit là ? Est-ce qu'on ne pourrait pas passer à d'autres questions ? Est-ce qu'on ne pourrait pas régler nos problèmes d'exigence vitale, mettre tout le monde d'accord sur cette question? Et je suis pas sur la planète Mars. Quand je dis ça, je me dis que les gens qui font de la politique devraient avoir ça à cœur. Sinon, ça sert à rien. Sinon, il faut pas le faire. Mais justement, tout le problème est là entre effectivement ce qu'on pense de la politique, ce qu'on voudrait, la politique idéale, vous savez, le pays idéal ou le pays réel. Et justement, je voudrais qu'on parle de politique. Vous dites, effectivement, tout le monde devrait. C'est vrai. Enfin, on se dit que dans une discussion, personne ne va vous dire non, mais qu'est-ce que vous racontez, c'est faux. Mais on revient toujours au terrifiant pépin de la réalité, comme disait Prévert. C'est que la politique, c'est comment faire pour que la politique, et c'est très ou les gens politiques, évidemment, ils penchent à leur prochaine réélection. Regardez ce qui s'est passé, c'est pas à bouger après. Vous vous rappelez les élections législatives, c'était fabuleux, parce que c'était un exemple chimiquement pur. Les gens qui disent, mais de quoi vous parlez en parlant de politique? Premier tour des législatives, second tour, les magouilles, les marchandages, mais les plus visqueux se sont passés. C'est-à-dire que le républicain votait pour le LFI, le macroniste votait pour je ne sais pas qui. C'était, mais... Et au vu au su, avec un cynisme total, c'est transparent. Donc, à partir de là, comment voulez-vous ramener les Français, ou en tout cas les Français, mais peut-être les autres, à la politique? Voyons ça. Quand les Français ont vu ce spectacle, 90% d'entre eux ont dit « on est écœuré par la classe politique ». Sondage du mois d'août. 90% ont répondu « les politiciens ne savent pas s'intéresser à nous et ne pourront pas régler nos problèmes ». Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, je pense que le chiffre doit être à 100%. Quand on les voit se chamailler entre eux, quand on voit la gauche qui nous fait des scènes de ménage toute la journée à la télévision, alors ils se parlent entre eux. Nous, en réalité, on est extérieur à ça, on contemple, on tient la chandelle, quoi. Ils sont en train de se disputer et nous, on doit assister à ce triste spectacle. La droite aussi, mais tous, franchement, je les mets tous dans le même sac. C'est toute la classe politique qui est responsable de ce triste spectacle. Alors moi, ce que j'ai envie de faire avec Reconquête, c'est d'être du côté des 90%. De dire aux Français, nous, on est d'accord avec vous. On est d'accord avec vous, c'est indigne ce qui se passe. C'est pas normal qu'à l'heure où on a des défis existentiels à régler, la seule chose dont la classe politique soit capable aujourd'hui, c'est de nous ressortir la 4ème République. Les Français ont toujours été. Depuis la 4ème République. Gouvernement tous les 3 mois. Exactement. Et depuis la 4ème République, les Français ont toujours été étrangers à ce genre de calcul. C'est pas leur question. Je vous donne un exemple. Il y a 2 semaines, j'étais au Parlement européen à Strasbourg et des agriculteurs de la coordination rurale sont venus devant. J'ai passé toute la journée avec eux. Et à la fin de la journée, l'un d'entre eux m'a dit « mais vous allez faire comme tous les politiques, vous allez nous oublier demain ». Je dis « mais pas du tout, appelez-moi tous les jours si vous voulez ». Et au départ, un peu en plaisantant, on se dit « très bien, on s'appelle tous les jours ». Il me dit « à quelle heure ?» J'ai appelé moi tous les matins à 8h. Et depuis, on s'appelle tous les jours. Quand il y a eu ce moment de la censure, je me suis dit c'est la bonne personne à qui demander. Je l'ai appelé, je lui ai dit bon, qu'est-ce que t'en penses toi de la censure? Est-ce que tu crois que les partis devraient s'entendre pour censurer Michel Barnier? Il me dit mais sûrement pas. Nous, notre question, c'est pas censure ou pas censure. Dans le peuple, c'est pas ça qu'on se demande. Nous, ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce qui peut avancer? Quelle loi peut avancer demain? Quelle réforme? Est-ce qu'on va mettre tout le pays à l'arrêt? Donc les questions que
classes politiques se posent entre elles, ils se parlent entre eux en réalité. Ils sont sur BFM, ils se parlent entre eux. Et quand on parle aux gens dans le pays, c'est pas tant leur question, censure, pas censure. Eux se disent, à la fin du mois, est-ce que l'État va continuer de me racketter? À la fin du mois, est-ce que les agriculteurs vont être un peu aidés? Est-ce qu'on va devoir subir le Mercosur dans quelques temps parce que les politiciens français n'auront pas su les défendre? Ça, c'est les vraies questions que se posent les gens. Est-ce que mon fils à l'école va enfin apprendre à lire et à écrire? Ou est-ce qu'il va revenir C'est pour ça que vous étiez contre la censure, et vous l'avez dit, enfin vous étiez contre cette motion de censure moi, à l'Assemblée. J'étais contre le fait d'être passif, d'attendre jusqu'à ce que le budget catastrophique soit présenté, et à ce moment-là on dit on censure parce qu'il n'y a rien de mieux à faire. Qui peut accepter un tel budget? Mais je crois qu'il fallait, enfin à mon avis, il fallait crever l'abcès parce que ça aurait été la même chose, et vous savez très bien ce que présentait Barnier de ce point de vue-là. Mais c'était indigne ce que présentait Barnier. Moi ce que je veux dire c'est que si on n'est pas capable de faire plier Barnier, est-ce qu'on pense vraiment que demain on peut faire plier Bruxelles? Est-ce qu'on pense vraiment que demain on peut relever l'économie française? Ce que je dis, c'est qu'il y avait 2 mois pour faire plier Michel Barnier. Il y avait des moyens de le faire. À mon avis, il fallait mettre un marché clé en main. Et c'est ce qu'on devra faire demain d'ailleurs avec le nouveau Premier ministre. Dire, si vous ne faites pas ça et ça, on vote la censure. Exactement. Et dès le départ, c'est-à-dire si demain c'est François Bayrou, lui dire voilà, si à partir de septembre prochain, il n'y a pas de classe de niveau à l'école, on prévient tout de suite qu'on censurera. Si à partir de demain, Bruno Retailleau, s'il redevient ministre de l'Intérieur, ne donne pas instruction à ses préfets de ne plus naturaliser, on peut demander dès demain plus de naturalisation. On peut pas distribuer comme ça la nationalité française comme dans des paquets surprises, parce qu'à la fin on s'aperçoit du drame dans lequel ça nous met. Et ça, on peut le demander. Ça peut être du jour au lendemain. Des choses très concrètes. Il ne faut pas demander la Lune, comme vous avez dit. Il ne faut pas vivre sur Mars. On ne fait pas de politique en dehors des réalités, ce que disait le général de Gaulle. Mais on peut demander 5, 6 choses concrètes, précises. Parce qu'à la fin, les Français se disent juste, qu'est-ce que j'y ai gagné? C'est vrai, mais ce que vous dites, ça s'appelle l'art du deal, comme le pratiquait, peut-être pas le pratiquer un certain Donald Trump. Nous avons, je crois, Cédric avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour André Berkoff, bonjour Madame Ninfo. Bonjour, je suis Cédric. très content de vous avoir au téléphone parce qu'effectivement je vous ai suivi lors du dernier débat politique où on vous a laissé parler quelques temps, mais effectivement c'était plus compliqué d'avoir la parole qu'autre chose. J'ai trouvé ça ahurissant et effectivement je vous rejoins complètement quand je vois tous les milliards qui sont dépensés et vous ayant été magistrate à la commission des comptes, je trouve qu'il faudrait peut-être qu'on puisse dire aux Français vraiment tout ce qui est dépensé. Je pense aux 155 milliards qui ont été dépensés pour le mobilier. Je pense que c'est le nouveau mobilier qui a dû... Millions, pas milliards. Millions, Cédric. 155 milliards. 155 milliards. Oui, regardez bien. Pourquoi? Pour quel mobilier? Pour quel mobilier? Le mobilier des fonctionnaires. Donc je pense qu'en fait, ça a dû... ils ont éludé un petit peu le problème par rapport à ça, parce qu'effectivement, ça vient de... Bon, écoutez, on va regarder les chiffres. Mais ce que vous dites, je comprends Cédric, mais on va regarder. Mais ce que vous dites, voilà, ce que je veux dire moi, c'est que il y a trop d'argent qui sont dépensés, trop de privilèges qui sont donnés aux gens, des privilèges aux députés qui ont des enfants qui ont moins de 3 ans, ils ont droit à 300 et des brouettes d'euros pour pouvoir faire garder les enfants. Moi, j'y ai même pas droit. Je gagne que 1500 balles, je peux même pas faire garder mes enfants. Et eux, ils gagnent plus de 7 000 euros. Plus autre chose, mais c'est ahurissant. Et les gens piquent dans la caisse, ils dépouillent la caisse, et puis après on va nous dire à nous Français, ben vous allez vous serrer la ceinture parce que nous on vit bien et on veut vivre encore mieux. Non, c'est plus possible, ça n'est plus possible. Et heureusement que vous êtes là, et j'espère que vous allez continuer parce que je vous suis sur les réseaux. Je trouve ça énorme ce que vous faites. Continuez parce qu'on a besoin de vous pour ouvrir la boîte de Pandore et que nous Français on se rende compte, parce que moi je le sais, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Tout l'argent qui est dépensé pour les autres, mais pas pour nous. Et ça en devient ahurissant. Merci Cédric, merci. Juste, peut-être on va prendre aussi Sophie. Je peux répondre à Cédric ? Je peux répondre d'une phrase. Oui, allez-y. D'abord, ça donne envie d'applaudir. Je suis évidemment 100% d'accord avec lui. Ce qu'il y a de plus choquant dans la classe politique et aujourd'hui dans l'administration et la bureaucratie en général, c'est qu'on demande en permanence des sacrifices aux Français, alors que l'État et les élites, elles, ne font aucun effort. La première entité chargée de faire des efforts, c'est l'État aujourd'hui, chargé de réduire ses dépenses de manière drastique. On peut couper partout, vraiment, sans toucher à 1/100 du service public qui est vraiment rendu aux gens. Au contraire, il faut améliorer le service public, mais il y a des gabegies partout, et Cédric a raison. Et moi je demande, évidemment en comparaison n'est pas raison, mais je demande de suivre ce que fait un certain Xavier Milei en Argentine. C'est extrêmement intéressant ce qui se passe. Juste, on va peut-être prendre Sophie. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour. Bonjour Madame la députée, bonjour Monsieur Bercoff. Madame. Donc voilà, bon, mon intervention va être approfondir ce que disait l'auditeur précédent. Évidemment, je pense que c'est toujours facile de faire beaucoup avec l'argent des autres. Il faut oublier que tous ces gens qui nous font des grands projets, c'est quand même l'argent du contribuable. Et d'ailleurs, pour une petite anecdote, j'ai été à une inauguration il n'y a pas très longtemps et j'entendais dans les discours de nos élites, merci monsieur le député, merci madame merci monsieur le président du conseil départemental. Faut quand même savoir que ces merci, c'est pas à eux que ça leur revient, c'est à nous. Bravo. Parce que moi je me lève tous les matins comme tant de Français et donc ces merci, moi je me les accapare. Je vais vous dire une petite anecdote et j'arrêterai jusque là parce que sinon il me faudrait l'antenne toute la journée. Une petite gabegie sur la région Occitanie. On a vu apparaître dans quasiment tous les villages d'Occitanie un petit panneau à l'entrée de chaque bourg. Ici, la région Occitanie soutient le bourg local. Enfin, un petit panneau rouge qui, c'est pas grand chose, hein. C'est 40 sur 20 à l'entrée de mélangé avec nos panneaux d'agglomération. Et ça a coûté quand même 1 380 000 €. Pour l'Occitanie, ouais. Intéressant, voilà. Ouais. Donc ça c'est sûr, hein, c'est une petite larme des citoyens. Bien sûr. Mais par contre, je pense que Monsieur Bercoff je vous écoute tous les jours, avec tout ce que vous dénoncez. Et quand je vois le peu de choses qui avancent, parce que franchement, la moitié de nos politiques devraient être à l'ombre. Carrément. Juste un mot là-dessus. Vous savez, effectivement, c'était Bolivar qui disait, quand tu l'as demandé, Simon Bolivar, le grand conquérant de l'Amérique latine, on lui demandait qu'est-ce que vous avez fait à la fin de votre vie, et il disait, j'ai labouré la mer. Bien sûr que c'est difficile, bien sûr que c'est long, mais chacun à sa manière, et vous aussi, doivent contribuer à améliorer les choses. Vous savez, c'est toujours pareil, hein, c'est l'espoir au-delà du désespoir. Mais Sarah Knafo, effectivement, bon, il faut dire, faut pas tomber aussi en disant oui, mais il y a des gens qui devraient être effectivement mieux payés que, quand je dis mieux payés que d'autres, il n'y a pas l'égalité de traitement, on va pas tomber dans cette démagogie-là, et vous le savez très bien. En revanche, effectivement, je me dis, et juste avant de prendre la pause, est-ce qu'il n'y aurait pas un audit à faire avec la technologie d'aujourd'hui, comme on fait par exemple pour la copropriété? On est copropriétaire de la Maison France, on élit nos syndics, on paye nos charges, les impôts. Mais quand je suis dans une maison d'appartement, je sais ce que j'ai dépensé et on me dit, voilà, où est parti votre argent. Comment faire pour qu'on ait cette transparence, effectivement, qui me paraît indispensable, et sinon les affrontements seront là. On se retrouve juste après cette petite pause. Et alors juste avant, on va jouer avec le grand sapin de Noël Sud Radio, puisque pour votre anniversaire, André, on va essayer de gâter quelqu'un. Alors c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Vous gagnerez peut-être votre carte cadeau d'un montant de 200 € chez Maison Scarlett, la marque française numéro 1 de boîtes à bijoux et boîtes à montres, votre montre intelligente offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes, ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Alors pour gagner, appelez-nous maintenant 0826 300 300. Si vous êtes le 12e appel, c'est gagné. 0826 300 300, bonne chance. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, Bercoff dans tous ses états. Sarah Knafo, toujours avec nous, députée européenne aujourd'hui. Vous siégez au sein du groupe politique du Parlement européen, qui s'appelle d'ailleurs le groupe Europe des Nations Souveraines. Europe des Nations Souveraines, voilà. Alors justement, parlons d'Europe des Nations Souveraines. Est-ce que, finissons un peu là-dessus. Vous savez qu'on pourrait parler, vous savez ce qui se passe avec l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme qui dit il faut plus renvoyer personne, puisque si vous renvoyez quelqu'un, c'est pas possible. Au Danemark, avec le trafiquant de drogue, de cocaïne, qui a pu revenir alors qu'il était célibataire, on a dit non, c'est pour le regroupement familial. Enfin bon, etc., etc. Et puis la Roumanie, ce qui se passe en Roumanie, et ce qui se passe avec Ursula von der Leyen, quand même, et les SMS, et Bourla, et tout ça, on en a beaucoup parlé. Ça veut dire que
non pas l'Europe, mais l'Union européenne ou la Commission européenne, c'est un bateau qui tangue et qui tangue drôlement. Et on voit très très bien les coups de boutoir que certains peuvent donner. Et Trump qui va nous mettre au mur en disant payez, maintenant vous voulez être protégé, payez. Mais alors, Sarah Knafo, ce Parlement, vous y êtes maintenant, honnêtement, à quoi ça sert? À quoi il sert par rapport aux 400 millions d'Européens, c'est pas seulement les Français, qui par exemple ont demandé un amendement qui avait été déposé, vous savez, pour la transparence, non pas seulement des SMS, mais des contrats avec Pfizer, pour nous parler de 140 milliards, les 2/3 du Parlement européen ont refusé la transparence. Alors on se dit, mais ce Parlement européen, il représente qui, quoi, quel peuple? Alors malheureusement pour une souverainiste française, le Parlement européen sert à beaucoup de choses. Parce que 80% des lois que nous adoptons en France chaque année sont directement tirées de ce qui arrive du Parlement européen. 80%. 80% sont des transpositions. Parfois même, c'est surtransposé en France. Vous connaissez ce problème, c'est-à-dire que la bureaucratie française vient charger la barque, mettre encore plus de normes que ce que disait l'Union européenne. Mais ça vient initialement de Bruxelles. Et donc nous, notre rôle au sein du groupe Europe des Nations Souveraines, c'est de défendre les peuples européens contre tous les idéologues contre les fédéralistes européens qui ne pensent qu'à avancer de plus en plus, passer des prochaines étapes dans l'idéologie fédéraliste, alors que nous, on reste attachés à nos agriculteurs quand il s'agit du Mercosur, à nos entrepreneurs quand il s'agit de nouvelles normes d'écologie punitive, et on essaye au quotidien de faire supprimer les normes que la Commission voudrait imposer, de les amender, d'en choisir d'autres. Je vous donne un exemple. Les Verts voulaient démunir le programme ITER de certains financements. Le programme ITER, c'est ce qui peut permettre demain de créer la fusion nucléaire. Et les Verts voulaient démunir ce programme par pure idéologie. Alors même qu'on sait que ça émet pas de carbone, etc. Anti-nucléaire. Et donc typiquement, c'est sur ce genre de sujet qu'on se bat. On arrive à obtenir des majorités avec toute la droite au Parlement européen. Donc pour ces raisons, je dirais malheureusement, ça sert à beaucoup de choses. Heureusement parce que je serais mal à l'aise d'être payé à rien faire. C'est pas du tout mon genre. Mais malheureusement parce qu'en tant que souverainiste, j'aimerais quand même que notre destin se décide plutôt à Paris qu'à Bruxelles. Voilà. Et à votre avis, donc vous n'êtes pas, vous, pour dire, écoutez, que la France retrouve sa souveraineté, y compris par un choc bruxitaire, je dirais, avec le Parlement? Alors moi, je suis tout à fait pour que la France retrouve sa souveraineté et pour lister les urgences vitales qu'on a. Pour moi, si on devait en citer comme ça rapidement, je dirais la première, c'est la maîtrise de nos frontières et la maîtrise de notre identité, de qui nous recevons, qui nous accueillons. Si on décide de ne plus accueillir, on doit avoir le droit de le faire. Et quand on voit que c'est possible au sein de l'Union européenne, on regarde les autres nations, alors elles sont attaquées, je vous dis pas le contraire. Si on prend la Hongrie, si on prend la Pologne, si on prend le Danemark, ils y arrivent. Ils arrivent à ne pas accueillir chez eux. Et ça leur vaut beaucoup d'attaques. C'est faisable. Au sein de l'Union européenne, vous voyez les exemples qu'on a autour de nous. Le deuxième exemple que je citerai, ce serait l'industrie. L'industrie, parce que c'est nos emplois, parce que c'est la promotion sociale, parce que ça fait aussi partie de la puissance d'un pays. On voit les États-Unis qui veulent remonter la pente avec Trump. Ça se joue aussi sur la réindustrialisation du pays, sur le fait de continuer à produire chez nous ce dont nous avons besoin. Et on a vu au moment du Covid à quel point on était à la merci de tous les vents contraires quand on avait arrêté de produire sur notre sol. Donc sur l'industrie, là aussi, intérêt d'enjeu vital. On pourrait en citer plusieurs autres. Évidemment, l'agriculture qui est un secteur essentiel. Et vous dites que c'est faisable au sein du... Je veux dire, on peut arriver au sein du Parlement européen à disons pas changer complètement la donne, mais la modifier. Alors, on a besoin d'avoir à la tête de la France quelqu'un qui pousse dans ce sens-là quand même. C'est pas seulement au sein du Parlement européen, c'est quand même le peuple qui doit parler et donner un mandat clair à quelqu'un. Moi, ce que je dis, c'est que sur ces sujets d'intérêt vitaux, il faut être capable de dire un peu comme le général de Gaulle l'a fait en son temps. Il faut être capable de dire, nous, c'est ce qu'on veut. On est la France. On est quand même un pays contributeur net à l'Union européenne. Si la France s'en allait, ce serait une onde de choc. Ça détruirait toute l'Union européenne. Donc on a nous aussi un peu l'arme nucléaire dans la main pour pouvoir dire voilà ce qu'on veut. Et il faut être capable de dire si dans les 6 mois, ce qu'on demande ne nous est pas accordé, alors on violera les traités. Et ça, c'est une onde de choc. Et personne ne l'a jamais tenté. Donc avant de penser tout de suite au Brexit, personne n'a jamais dit ça. Personne au pouvoir, à la tête de l'État, n'a pu regarder von der Leyen dans les yeux et lui dire on demande des changements sur le nucléaire, par exemple, sur l'immigration. Et si on n'obtient pas ces changements, alors on violera les traités, on violera ces règles-là. Il faut être capable de le dire parce que je crois que
un homme d'État, une femme d'État, c'est quelqu'un qui est capable parfois de susciter la crise pour régler un problème. Et de sortir de sa zone de confort. Et pas de fuir toutes les crises. C'est ça. Donc rendez-vous en 2027 ? Pour Éric Zemmour et pour Reconquête, j'espère, mais je peux pas annoncer sa candidature à sa place. Non, c'est clair. Non, mais rendez-vous en 2027. Ce qu'il y a, c'est que 3 ans, ça va être long. Et il peut se passer des choses avant, comme vous le savez, Sarah Knafo. On verra qui vivra verra et qui votera verra. C'est bien ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merci André Berkoff. Bon anniversaire encore. Merci. Et puis nous allons accueillir tout de suite Frédéric de Toulouse pour notre grand sapin de Noël Sud Radio. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour, merci de m'accueillir parmi vous. Bon, alors Frédéric, vous avez été sélectionné car vous êtes le 12e appel. Et derrière ce chiffre 12 aujourd'hui, vous gagnez votre BD de Mike Horn, l'aventurier de l'impossible chez Michel Lafon. Alors vous partirez à l'aventure avec Mike Horn à travers plusieurs de ses expéditions, la descente du fleuve Amazon à la nage, le tour du monde en suivant l'équateur ou encore la traversée du cercle polaire arctique. En tout cas, félicitations à vous Frédéric. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Je vous souhaite très très bonne fête. Et très bonne fête à vous. Et puis le grand sapin de Noël Sud Radio continue tous les jours jusqu'au 27 décembre. Restez connectés sur Sud Radio toute la journée et doublez vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. Et on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio dans la culture dans tous ses états, André Berkoff. Et aujourd'hui, eh bien, nous recevons Laurent Gérard. Il se produit jusqu'au 4 janvier au Casino de Paris avec son nouveau spectacle. Laurent Gérard se met à table, dans lequel il égratigne tous azimuts, des politiques aux véganes, en passant surtout par les réseaux de cas sociaux, André Berkoff. Oui. Et c'est une bonne, un bon moment de rigolade. Non, mais c'est mieux que ça. C'est que Laurent Gérard, vous savez, il nous accompagne depuis déjà 25 ans, 30 ans. Alors, il aime la bonne chère, CHAIR, il aime la bonne chère, CHAERE, et surtout, on ne s'ennuie jamais avec lui. Et vous allez pouvoir le constater dans quelques instants après les informations. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Avec Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français, soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.